Moi, j'admire ces femmes, par exemple, qui dans les années 70 se sont dit: «OK, on va courir un marathon», alors que c'est interdit. Faut avoir des couilles. Ces femmes-là, elles sont incroyables, elles ont fait beaucoup, à la fois pour le sport, mais je trouve aussi c'est des exemples d'émancipation de la femme à travers une réussite sportive. C'est quoi une femme forte pour toi? C'est une femme qui, n'a pas peur de prendre des décisions qui peuvent être à l'encontre des idéaux communs, c'est une femme qui ose, qui est bien dans sa peau, qui est épanouie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Emmanuelle Nettersheim, cofondatrice de l'entreprise 261, qui propose entre autres un sac de trail conçu par des femmes pour des femmes. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire inspirante à l'origine du nom de la marque 261, les tabous autour des femmes et du running dont personne ne parle, et pour finir, une anecdote rigolote sur une sortie trail en nocturne et une scène digne d'un dessin animé. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Anne-Emmanuelle Nettersheim. Anne-Emmanuelle, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Alors je suis Anne-Emmanuelle, j'ai 44 ans, je suis passionnée par le trail running et j'ai récemment monté une marque, justement pour le trail running et pour les femmes, pour les coureuses, toutes les coureuses. Voilà. OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de savoir un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et comment t'en es venue à te prendre de passion pour le trail en particulier? Alors mon histoire avec le sport, elle commence, comme, tout enfant, genre à mes 5 ans où j'ai fait, de la danse classique. J'étais au conservatoire, donc c'était déjà je le savais, je me rendais pas compte, mais c'était déjà, un rythme, et puis, quelque chose d'assez, très structuré avec, des entraînements, des petites compétitions, et et j'ai commencé comme ça. J'adorais ça, j'adorais cette discipline, en fait, et puis bien sûr pendant mes études, tout ça, ça s'est terminé. Pendant toute la première partie de ma vie professionnelle jusqu'à mes 30 ans, voilà, c'était un petit peu de danse par-ci par-là, et puis, à partir de, voilà, presque mes 30 ans, j'ai eu envie de d'avoir une activité qui me permette de m'évader un petit peu, et comme je crois beaucoup, c'est, d'abord, mon conjoint qui courait, et puis, finalement un jour je me suis dit: «Bah, attends, je vais essayer aussi», avec, évidemment, dire: «Ouais, j'aime pas courir», et cetera et cetera. Donc ça a commencé comme ça, par son influence, et puis après ensuite j'ai intégré une société qui, voilà, qui lançait un magazine, sur le trail, sur le running. Alors là, évidemment, j'étais plongée dans le trail, dans le running, à la fois à la maison et au boulot, et en côtoyant plein de gens, en lisant plein de récits, voilà, je m'y suis mis, et puis, on s'accroche vite, OK. tout C'est simplement, c'est voilà. quel c'est une discipline dans laquelle tu es tombée amoureuse de suite ou il a fallu un petit temps avant que tu prennes vraiment du plaisir à pratiquer? Non, j'ai trouvé, rapidement du plaisir parce que, j'étais dehors. Ça a toujours été assez important pour moi. Je viens, du bord de mer, et aujourd'hui j'habite en région parisienne, donc aller, dehors, dans un parc pour pouvoir courir, c'est hyper agréable, et ça, c'est venu très vite. Et puis, la notion de progression, je partais de zéro, donc en fait, je me rendais compte que, j'étais capable, et je pouvais, allonger les distances, petit à petit. J'avais ma musique et c'était un moment à moi. OK, et aujourd'hui, ça occupe un petit peu quelle place dans ta vie? Aujourd'hui, je travaille running, je cours, en fait, paradoxalement, je travaille dans le running, et il y a des semaines où j'ai pas le temps d'aller courir, ça me frustre complètement, mais j'essaye de mettre de la discipline, et puis, aujourd'hui, le running, c'est, quand j'ai un moment de libre, quand j'ai un moment où j'ai besoin de faire, une pause, d'aller trouver des nouvelles idées. C'est presque, on peut pas dire un refuge, mais OK, je sors, ça fait du bien. C'est dur de sortir des fois parce qu'il fait froid, mais quand j'y suis, je suis trop bien.
Donc c'est vraiment un besoin, il y a des périodes où c'est un vrai, vrai besoin. OK. Parlons un petit peu de 261, donc la marque que tu as créée, co-créée. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce projet-là? Quand? Comment? Alors, comment c'est né? Comme je te le disais, j'ai commencé à travailler pour une marque de trail running, en 2013 et je me suis, rapidement plongée dans ce milieu et heu, au tout début de cette marque, en fait, il y avait, encore, une énorme, prédominance, des hommes sur les trails et cetera. Donc la marque, elle a été pensée d'abord, pour les hommes et puis ensuite, petit à petit, heu avec toute l'équipe, on a commencé à penser, de l'équipement pour femmes et cetera. Mais, moi j'avais une petite frustration quand même d'avoir, des moments où il y avait des produits, j'étais dans le mood et j'étais dans le mouvement de la marque et donc j'adorais ce que je faisais, mais des fois quand même frustration de me dire: «Ah ouais, mais moi j'aimerais pas, je voudrais pas ça, je veux pas du rose, j'aurais envie d'une autre couleur», et cetera et cetera. Et cette aventure, s'est terminée et du coup, j'avais toujours un peu ça en tête et puis tu sais, tu es là avec tes amis, tu refais le monde et on s'est mis à refaire le monde un peu plus précisément, avec une idée: «Tiens, et si on concevait d'abord un sac à dos?» parce que moi, mon premier sac à dos, c'était pas le mien, c'était celui de mon mari et évidemment, il était pas adapté. En plus, je l'ai à peine testé, je me suis lancée direct sur un trail, en montagne. L'erreur de débutante. Mais tu vois, le sac de trail pour nous, pour moi, c'était quelque chose d'assez, fort et j'avais des idées là-dessus avec mon associée, elle avait développé un système qui était trop cool et on s'est dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on va l'offrir aux hommes?» En toute honnêteté, c'était comme ça, hein, c'était un peu par ego. On s'est dit: «Mais pourquoi on va l'offrir aux hommes?» et on a testé. En fait, on a testé, on a envoyé un formulaire sur un forum, de nanas qui courent et en 4 heures, on a reçu 250 réponses de femmes qui nous ont partagé leur histoire avec le running, qui nous ont, partagé leurs difficultés à trouver des équipements et en fait, pour nous, ça a été un déclic. C'est-à-dire qu'aussi rapidement, on avait autant de personnes qui sont livrées avec des problématiques des fois, enfin, c'est pas évident de dire: «OK, moi j'ai les cuisses, qui frottent un peu, blablabla», c'est tu pas envie de ça dans ton ego et en fait, on s'est dit que ouais, voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire. On avait envie d'apporter ça et puis, toi, sur l'espace d'une semaine, j'avais une amie qui m'a demandé, de répondre à un autre sondage sur pourquoi il y a pas assez de femmes dans les grandes distances, notamment sur l'UTMB. J'avais rencontré une autre entrepreneuse qui s'était lancée, elle aussi, pour créer sa marque dans son sport. Alors son sport, c'est la boxe thaï, c'est aussi un milieu, enfin, je pense même un milieu qui est encore plus masculin et en fait, tu vois, ça faisait écho complètement à cette envie que j'avais et on a laissé poser la patte un peu avec mon associé, puis on s'est dit que non, il fallait qu'on se lance, et on l'a fait. Voilà. OK. Et du coup, le tout premier produit, c'était le sac? Exactement. Le premier produit, c'est le sac à dos parce que c'est un produit assez fort. Tu vois, dans le questionnaire qu'on a partagé, il y avait, finalement dans les produits dans lesquels tu ressens de l'inconfort, tu avais, la brassière, tu avais le sac à dos, tu avais le short ou le leggings, qui arrivait en top 3 et la brassière, c'est quelque chose qui est très technique. On a moins de compétences dans ce domaine. En revanche, sur le sac à dos, pour nous, ça nous semblait, plus facile d'aller et j'avais écouté aussi un podcast je crois que c'était «Dans la tête d'un coureur» avec une athlète qui était interrogée et qui disait qu'elle en avait marre de son sac et je me dis: «Mais» voilà, c'est vrai que pour nous, le sac à dos, c'est un produit qui est fort. C'est un produit, où là, vraiment, on partait d'une déclinaison homme et on allait l'adapter petit à petit, à la morphologie féminine, mais c'était encore hyper rare.
C'est-à-dire que c'était vraiment tu avais que la grande marque Salomon qui le faisait, et Red Light et puis c'est tout, quoi. Tu trouvais peu de modèles, spécifiquement faits pour, la femme et pour la poitrine. OK. Du coup, tu peux expliquer un peu plus en détail peut-être, c'est quoi les principaux, problèmes de porter un sac unisexe au niveau du confort et en quoi votre produit justement il est innovant et il résout ces problèmes-là? Oui. Alors le 1 en fait, la 1 différence entre un sac unisexe et un sac qui est fait pour femme, c'est évidemment, heu, la poitrine. Donc évidemment, toutes les, bretelles, elles sont pensées pour épouser la forme de la poitrine. Pourquoi? Bah, parce que quand on a un sac, unisexe, les, mmh, les flasques, elles sont, positionnées vraiment sur l'avant de ta poitrine, sur les tétons et ça peut être douloureux. Avec le poids, ça peut créer des gènes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui, pour ça, je crois, prennent, des sacs avec des poches à eau parce qu'il y a moins d'inconfort sur la poitrine. Donc en fait, c'est nous, on a résolu ça, en épousant vraiment une bretelle qui épouse davantage la forme de la poitrine qui est très large et surtout la flasque, elle est positionnée plus sur le côté. Aujourd'hui, quand tu regardes souvent les grands athlètes, les coureurs et cetera, ils ont des flasques qui sont, très, c'est des tubes très grandes et en fait, c'est pour pouvoir les glisser facilement dans la poche. Mais nous, une flasque ronde qui arrive, au milieu de la poitrine, c'est assez inconfortable. Donc là, c'est positionné sur le côté et puis surtout, c'est positionné un petit peu plus bas. On est plus au niveau des côtes flottantes et ça, c'est la première, ça, c'est la vraiment la première différence qui est notable. Et puis tu as la taille du dos, on a un dos qui est globalement plus petit et puis on superpose, nous, les couches. On a une brassière, on a un t-shirt et en fait, souvent les sacs à dos, à l'arrière, c'est là que se met la poche. Et donc du coup, ça manque de respirabilité, ça remonte très haut dans la nuque, donc tu as des frottements. Et moi, j'ai souvenir d'une athlète que j'avais accompagnée, qui est revenue de son c'était, je crois un format comme, 40 kilomètres et elle avait, des clavicules en sang, le la nuque en sang de frottement et ça, c'était pour nous, il fallait vraiment qu'on résolve ça. Et donc OK, on a fait ouais, un c'est dos qui est, qui 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 est différent. Il est vraiment différent. Il est ouvert, il descend plus bas dans la nuque justement pour éviter, ces problèmes-là. OK, ouais, mais ça me parle. C'est vrai? Hem, ouais, du coup, oui, plus au niveau du dos, tu vois? Moi, je suis pas j'ai pas une très forte poitrine, donc c'est vrai que je suis pas trop gênée à ce niveau-là, mais c'est vrai que les frottements au niveau du dos, ouais, c'est l'enfer. Ouais, Et c'est du coup, j'aimerais savoir au niveau des tailles, du coup, comment ça fonctionne? C'est le même principe que les tailles de soutien-gorge, du coup? exactement, exactement. Nous, on va se fier vraiment à la taille de soutien-gorge parce que, heu, quand on fait un 90A, on a une petite poitrine, donc on on peut pas dire, on peut être grande, on peut être enfin voilà, on peut, il faut oublier complètement le S, le XS, le M, parce que tu peux mettre du L juste parce que tu as une forte poitrine. Tu vas sur un 95D, mais bah, tu peux être entre 2 systèmes de taille et évidemment, bah, c'est pas assez précis. Bah, comment savoir si tu fais du S ou si tu fais du M? Tandis que normalement toute femme sait, si elle fait du 90B, du 90C et des fois en plus même, le changement de taille, il est sur, la taille du bonnet, complètement. Donc effectivement, nous on se fie, globalement à la taille, de tour de poitrine, taille de soutien-gorge et jusqu'ici on n'a pas trop de retour d'erreur en tout cas. OK. Si je dis pas de bêtises, le sac s'appelle Artémis? Ouais, J'aime un bien des connaître derniers. l'origine des noms. Tu peux nous expliquer un peu, bah, du coup, l'origine du nom du sac et aussi du nom de la marque? Alors, le nom du sac, lui, c'était en fait, on avait envie de donner des prénoms, un prénom un peu fort, un peu, voilà, qui a du sens et Artémis, nous est venu ra facilement. Mais le nom de la marque, c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, ça s'appelle 261 en référence, à Catherine Switzer, son dossard lors du marathon de Boston. C'était le dossard 261 et pour nous, elle a été,
une des pionnières. Elle a été une image, et une femme, hyper, inspirante, qui a, fait beaucoup, beaucoup pour le running, et pour l'émancipation des femmes à travers le sport. Et on avait envie de cette petite image et heu et voilà, tout s'exprime, ça vient de là. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail des différentes étapes qu'il y a eu à partir du moment où, vous avez conçu le produit, dans votre tête et le moment où il arrive, sur le marché? Oh! Et bah, il y a 1 an à peu près, une grosse année et encore, et il y a des dizaines de prototypes. Alors, j'ai la chance d'avoir une associée qui a une petite main couture, incroyable et qui a conçu des sacs à dos. J'ai testé, le premier j'ai testé le premier prototype sur un 30 kilomètres. Il était fait à la main, il a tenu, impeccablement et on est passé par des dizaines de prototypes. Une fois qu'on avait, notre prototype, quasi finalisé, là, on a lancé une campagne de test. On a fait des premiers produits, quasiment, enfin qui sont sortis d'un atelier. Ils étaient, heu, à la enfin quasiment parfaits. On a lancé une campagne de test auprès de coureuses on a fait appel un peu à la communauté sur Insta, et chacune nous ont fait des retours, à savoir justement le sizing pour être sûr que, ça c'était important qu'en fonction du bonnet, et de ton tour de poitrine, bah, on s'adapte bien, on choisisse bien la bonne taille. On a eu aussi des retours notamment sur la taille des poches, qu'on avait mis des poches qui étaient pas assez grandes, le dos, enfin des elles nous ont fait pas mal de remarques qui nous ont aidés à le peaufiner complètement et puis après est venue la phase de commercialisation. Mais on est passé par vraiment par des dizaines, on a testé, on voulait changer le dos et on est passé par, 3-4 formes de dos différentes parce qu'à chaque fois on testait, on se filmait en ralenti pour être sûr que ça ne bouge pas et tu sais qu'on ait une bonne stabilité au niveau des flasques. Donc en fait, je faisais de la corde à sauter, elle me filmait au ralenti, on descendait des chemins de trail qui sont hyper, enfin voilà, comme quand tu descends des chemins de trail, c'est un peu chaotique. Juste pour et en filmant le ralenti pour voir où étaient les points où on pouvait améliorer, le choix du tissu, le fitting, les coutures, enfin voilà, on est passé par, pas mal de pas mal de phases, de retouches, à la main, de courir avec des petites épingles dans le dos. Enfin voilà, c'était assez, mais c'est génial. Cette phase-là, elle est hyper satisfaisante, si je peux te dire. Parce que tu vois ton produit qui évolue, qui prend forme et voilà. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là aussi pour développer de nouveaux produits et c'est une phase qui est hyper excitante. OK. Hem, J'imagine qu'il y a eu, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des mauvaises surprises pendant pendant le process? Ah, il y a eu des bien sûr qu'il y a eu des mauvaises surprises. Hem, Déjà, on a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait parce que, justement, on a voulu, sortir quelque chose de quasiment parfait et en tant qu'entrepreneur, on va te conseiller d'aller sur un produit, même s'il est pas tout à fait parfait, on te dit: «C'est pas grave, il faut que tu le sortes». Heu, Nous, on voulait pas de ça, il était absolument inconcevable que notre sac soit pas parfait, donc en gros, on a pris 6 mois déjà, de conception, justement, pour ce travail de stabilité. Hem Et ça a été un travail assez minutieux, notamment de trouver le textile qu'il fallait, qui était correct. Et puis au moment de la production, là, on a eu que des petites, boulettes en chaîne. Heu, 1 ça a commencé par évidemment en ce moment l'outdoor et le sportswear, sont en phase d'expansion. Donc nous, on s'est retrouvés une petite quantité, heu, à demander des petites quantités auprès de fournisseurs comme les Zip, les très gros fournisseurs de Zip ou d'accessoires, de petits accessoires. Et là, ils nous ont dit: «Non, non, pas tout de suite, il faut attendre». Ah, OK, mais pas trop longtemps s'il vous plaît. Parce qu'eux aussi étaient en rupture de stock et puis notre textile, le la matière qu'on avait choisie justement pour avoir une parfaite stabilité, en fait, et bien, la première le premier
le premier rouleau, si on peut dire, que l'on a eu était nickel et puis le second, ils ont, pas tout à f enfin, il y a eu une toute petite différence. En fait, ce qui faisait qu'on perdait notre stabilité et en fait, ça est arrivé, au moment du lancement et au moment du lancement de la production. Donc on a refait 2, 3, 4 fois ce textile pour arriver à un textile sans qu'il ne soit pas, extensible et qu'on garde justement la meilleure stabilité, que les fasques ne bougent pas sur la poitrine. Hem, voilà, donc en fait, effectivement, il arrive toujours des petits imprévus, mais ça prouve, juste notre endurance à vouloir, notre endurance et notre motivation à mener ce projet parce qu'effectivement, la production a été un peu, chaotique, heu, mais bon, on en ressort toujours plus grand. C'est comme quand tu fais un trail, je crois, tu t'aperçois, ouais, dans la montée, il fait nuit, c'est un peu difficile, tu pensais que tu mettrais, 5 minutes, bon, tu en mets 15, mais c'est pas grave, tu arrives, au sommet, après tu sais que c'est roulant et c'est plus agréable et voilà, il faut pas lâcher. C'est de se dire, «Il faut pas lâcher, il faut y aller jusqu'au bout, c'est dur, on y arrivera, on va se prendre des claques» mais en fait, on s'est pris tellement de bienveillance, que c'était pas si désagréable que ça et ça nous a beaucoup appris. OK. Si on regarde dans le passé, il y a des éléments qui pouvaient te prédestiner à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà dans le sang ou c'est venu un petit peu, comme ça au final? Non, j'ai toujours eu ça dans le sang. Moi, à 25 ans, j'ai créé une agence de communication avec 2 associés déjà, que j'ai quitté après parce que je pensais que j'en avais fait le tour. Aujourd'hui, c'est une boîte qui continue de tourner et je suis très fière de ce qu'ils ont fait. Juste, nos chemins sont séparés. Heu, je me suis lancée en freelance à un moment donné quand j'ai eu ma fille. Je me suis dit: «J'avais besoin de temps pour elle». J'avais envie de pas être, folle, dans les transports à stresser de pouvoir aller la chercher et cetera. Donc du coup, je me suis mis en freelance et puis, voilà, c'est quelque chose qui et mon associée, c'est la même chose. Elle a déjà eu sa marque, de mode et en fait, toutes les 2 aussi, on est issues de familles avec des femmes fortes et et ça, c'est en nous. On s'en rend compte qu'après, mais ça, c'est en nous et je pense que c'est ce qui nous empêche d'avoir peur, d'être flippés, de se dire: «OK, mais dans quoi on se lance?» En face de nous, c'est Décathlon Salomon, enfin, on est rien, on est personne, on est un tout petit caillou dans leurs chaussures. Donc en fait, c'est toute cette culture dans laquelle on a grandi, qui nous a, donné de la force, en fait. Voilà, tout simplement et ils nous ont OK. dit, on s'est dit: «Voilà, on est confiante, on peut y arriver et au moins on aura tout essayé, on aura essayé de changer, un petit peu le monde du running, heu, à notre échelle». OK. C'est quoi une femme forte pour toi? C'est une femme, ouais, c'est une bonne question. C'est une femme qui, n'a pas peur, de prendre des décisions qui peuvent être à l'encontre, des idéaux, commun, c'est une femme, qui ose, qui est bien dans sa peau, qui est épanouie. Voilà, je crois, c'est ça. OK. Ouais, c'est une bonne réponse, je pense. Ouais, Tu il y veux a ajouter plein quelque chose? d'exemples de femmes fortes, et je parle pas que des femmes célèbres, enfin des femmes dans notre quotidien. Moi, je pense à ma maman, elle a commencé à travailler à 16 ans, et à 50 ans, elle est passée à un master 2 alors qu'elle avait pas le bac quand, je suis née. Et ça, je me dis, bah, voilà, c'est un bel exemple, tu vois? C'est ça pour moi une femme forte. C'est une femme Ouais, qui commence à travailler très jeune et qui se dit: «Je vais pas m'arrêter là et je vais continuer». OK. Ça me fait penser à une page d'ailleurs qu'il y a sur votre site internet, les articles des légendes du sport féminin. Ouais. Pourquoi et comment est venue cette idée-là? Alors c'est une idée que j'exploite pas assez, mais je vais y travailler, activement. En fait, bah, comme je te disais, tu vois?
Il y a, on s'est inspiré de Catherine Switzer. Mais Catherine Switzer, elle a une part importante, mais il y a tellement de femmes, qui ont œuvré. Je pense, à Alice Mia, par exemple, qui c'est enfin, grâce à qui, les femmes participent, entre autres, aux Jeux olympiques. Et tu as beaucoup, beaucoup de femmes qui ont osé se lever, dans une société. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, hein, qui entreprennent et qui osent. Mais moi, j'admire ces femmes, par exemple, qui dans les années 70 se sont dit: «OK, on va courir un marathon alors que c'est interdit». Il faut avoir des couilles, si j'ai le droit de le dire, tu vois? Faut vraiment, faut y aller et de se dire: «OK, bah, j'y vais». C'est une société qui est assez patriarcale et qui a fixé des règles sans nous poser de questions. Et ça, ces femmes-là, elles sont incroyables. Elles ont fait, beaucoup, à la fois pour le sport, mais je trouve aussi c'est des exemples d'émancipation de la femme à travers une réussite sportive. Et ça, en fait, j'ai envie de continuer, tu vois, cette série et de me dire, il y a plein de femmes dans notre quotidien, qui sont, aussi fortes et qui ont bougé les choses. Heu, alors évidemment, une prédominance pour le sport, mais pas que le running. Heu et puis, heu et puis je pense que je vais découvrir petit à petit plein d'autres histoires. J'en ai encore en stock, là, déjà. Et hem et je crois qu'il y a aussi des légendes du sport qu'on ne connaît pas, heu, des légendes qui se trouvent tout autour de nous, des femmes. Ouais, pour moi, une héroïne, c'est aussi une femme qui se lève à alors ça particulièrement, qui se lève à 5 heures du matin pour aller courir, faire un triathlon avec un travail hyper prenant, 3 enfants, une maison, des chiens, enfin, tu vois? Pour moi, ça aussi, ce sont des femmes qui sont hyper fortes, des exemples inspirants, donc voilà, ça va j'espère que je vais pouvoir réussir à tenir et à aller plus loin sur cette petite série des légendes du sport. OK. Du coup, au-delà de l'aspect purement fonctionnel, est-ce qu'il y a des valeurs et une mission que tu as envie de porter, au travers de ta marque? Oui, moi j'ai envie que toutes les femmes se sentent bien et se disent en fait, c'est un peu mon expérience personnelle, tu vois? C'est-à-dire que je me sentais bien dans ma peau, je me suis mise à courir et la course à pied, quand tu te dépasses, tu 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 gagnes en confiance en toi et tu te sens encore mieux. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de prôner ça, c'est-à-dire que, hem, chaque femme, voilà, à travers sa pratique sportive, elle va se sentir mieux. Et nous, on va l'accompagner en lui proposant des produits qui sont vraiment, confort. On va répondre à des besoins, des problématiques. Et puis, on veut aussi faire en sorte que chacune des femmes, se dise: «OK, j'ose». Tu vois? Hier encore, j'ai rencontré une femme qui court, sur son tapis et qui me disait qu'elle ose pas courir dehors. J'aimerais pouvoir l'aider et lui dire, qu'elle peut le faire, vraiment. J'ai, rencontré une femme qui m'a expliqué qu'au début, elle avait honte, sans doute, de courir, dehors et qu'en fait, elle a commencé en faisant des allers-retours dans son jardin. OK. Et moi, je veux que, tu vois, toutes ces femmes, heu, ben, elles aient, un endroit, heu, cocooning où elles puissent trouver de l'information, de l'inspiration et de se dire, «Oui, hem, je peux je peux courir, je peux être moi-même, je vais gagner en confiance». Et puis voilà, donc vraiment autour de cette émancipation, de se gagner en confiance en soi, d'être mieux, de se sentir mieux. Et à terme, j'aimerais même que, tu vois, sur les courses, il y ait, enfin, essayer de faire en sorte que sur les courses, il y ait plus de femmes, de répondre aux besoins des femmes sur les courses et sur les trails aussi, parce que là aussi, il y a encore des choses à faire, tu vois? Donc oui, OK. beaucoup, beaucoup de Qu'est-ce choses, qui beaucoup de valeurs autour de, l'épanouissement, quoi. OK. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y ait autant de personnes qui puissent se dire, «Je veux pas aller dehors, j'ai peur du regard des gens», du type des exemples que tu viens de me Ah! citer?
Hem, je sais pas, je crois que j'ai vu un post de Pauline Bouzon qui disait, c'est très juste, c'est qu'en fait, il y a pas de petits runs. Il y a pas de petits runs. Quand tu cours, si tu cours 15 minutes, si tu commences à courir 15 minutes, et ben, tu cours. Tu pas tu cours ou tu marches et tu es pas dans ton canapé à regarder la télé. Tu commences à être sportif et en fait, je pense que moi-même, j'ai commencé et des fois, c'est pas de la fausse modestie, c'est de se dire: «OK, oui, mais je cours pas vite». Je cours pas vite, mais je cours pas vite, quoi. Courir à, faire, 10 kilomètres en 1 heure, c'est courir pas vite, mais c'est courir pas vite en référence à qui? En référence à, des athlètes, des personnes qui ont des entraînements, de dingue et en fait, je pense qu'on a une espèce d'autocensure de se dire: «OK, on n'est pas légitime, on court pas vraiment parce qu'on court et puis, on marche dans les côtes ou, on fait de la rando course». Non, tu es coureur à partir du moment où tu cours. Si tu commences par 15 minutes, la semaine suivante, ça fera 20, 30 et puis au final, tu pourras courir 10 kilomètres. Enfin, la personne dont je te parle qui courait dans son jardin, elle fait des circuits de 17, 20 kilomètres aujourd'hui. C'est juste que je pense que l'image qui est des fois véhiculée, sur, les réseaux, il faut courir vite, tu dois pas enfin courir 5 kilomètres, c'est pas suffisant, je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est tu cours Ouais, c'est vrai, il y a un petit peu cette course à la performance, alors qu'en ouais, réalité, c'est ça ça, peut être un simple plaisir et il y a ouais, pas de mal à ça, au contraire, quoi, c'est complètement. Oui, c'est complètement ça, c'est, la performance qui prédomine sur, déjà, ton propre, si tu es pas en capacité enfin, au tout début, si tu craches tes poumons, si c'est difficile physiquement de courir 15 minutes, c'est une performance déjà. En fait, c'est juste le niveau de performance. Il faut pas, il est propre à chacun et il faut pas en faire une généralité, heu, tout simplement quoi. C'est les athlètes, c'est des athlètes, enfin voilà, comme son nom l'indique, c'est des personnes qui s'entraînent régulièrement avec des coachs qui donnent tout, qui peuvent des fois se priver, qui ont une discipline extrêmement importante, heu et dont le but c'est de faire une méga perf. ouais. Puis même eux ont commencé quelque part, finalement. Ça me fait penser un petit peu Ouais, à l'exemple assez connu de Mathieu Blanchard qui disait que son exactement, premier footing, il est revenu, au bout de au bout c'est de 20 ça. minutes, il était, il était à bout donc ouais, c'est, Ouais, ouais. tout le monde débute, à un moment donné, tu débutes, au ras des pâquerettes. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde. Personne n'est c'est quelque chose que je dis à ma fille, c'est tu n'es pas, il y a personne d'inné, qui est, quelqu'un qui est, extrêmement, performant sur un sport. Tu peux avoir des facilités, mais il y a le travail et tu peux pas obtenir un résultat comme ça en 1 semaine, c'est pas possible. Ouais, complètement. Ça me fait penser aussi, tu as une autre, page sur ton site qui est le fameux manifeste Ouais. et à un moment il y a écrit, «Nous rêvons d'un running sans tabou». Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de quels sont ces tabous? Ah bah, c'est tabou, en fait, bah, déjà quand on est une femme, voilà, on a, une poitrine. Donc notre poitrine, elle est en mouvement quand on court. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel, on va dire: «OK, bah, moi j'ai une forte poitrine, j'aimerais» tu vois? Je voudrais pas les femmes soient complexées de parler de leur forte poitrine et puis, bah, de se dire: «On va traiter notre sac à dos», justement, c'est ce qu'on fait en ce moment, tu vois? Par exemple, se dire: «Bah, OK, pour les fortes poitrines, il faut pas aller sur de la taille, homme. Il faut être, voilà, revendiqué et c'est justement, toi, on a une forte poitrine, souvent c'est stigmatisé, bah, c'est parce que tu es une personne forte, enfin forte au sens, en opposition à svelte, mince, sec et cetera et pour autant, tu es une coureuse, toi, par exemple. Ça, c'est un premier, ça, c'est ça. Évidemment, il y a le grand sujet, du cycle menstruel. Moi, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder et sur lequel on va sans doute, répondre aussi, qui est, les petites fuites urinaires qui arrivent quand tu cours un trail, quand tu es en descente et que tu vas très, très vite et qu'il y a un caillou et zut et oups! Ouais, c'est des tout petits sujets micros comme ça,
Ça, c'est hyper tabou, personne n'en parle. Les règles, ça va de mieux en mieux, mais moi, je veux qu'on puisse se sentir libre et de se dire: «OK, bah, c'est quoi la que quand tu as tes règles et que tu cours, super, c'est pas cool, c'est quoi la protection que tu vas utiliser?» et de se dire: «Voilà, on peut en parler librement, il y a pas de honte, c'est un sujet, toutes les femmes ont. Pourquoi est-ce que c'est caché?» Tu vois, c'est des petites choses. Pareil, quand tu es en course et que tu dois faire pipi et que tu es une femme, tu galères et ben, pourquoi on parle pas de ces sujets-là? Moi, j'ai pas envie que ça reste caché, des choses comme ça, tu vois? C'est un peu ça, moi, Ouais, cette notion de je pas suis de tabou. complètement d'accord. OK. Ah, ça me fait penser, il me semble que c'était toi qui avais posté un post sur LinkedIn, assez intéressant il y a récemment sur, le l'impact du cycle menstruel justement sur les performances. Oui, Sur le oui, fait oui, qu'en tout à fonction fait. du c'était oui, c'était bien toi, ouais, sur, en fonction du stade, Oui auquel on est, dans notre cycle, ça a une grande influence. Est-ce et que tu oui, peux tu as développer une, un petit peu le sujet d'ailleurs? Je trouve, c'est intéressant. complètement et on il y a de plus en plus, en fait, de prise de parole là-dessus. Il y a même une conférence la semaine prochaine d'ailleurs, qui avec une experte qui va en parler et ça peut être une invitée pour toi très intéressante. Et en fait, ça c'est un sujet, heu, qui a été notamment mis aussi au premier plan, par, une experte qui intervient sur l'entraînement des footeuses américaines qui ont gagné la coupe du monde. Et en fait, bah, cette chercheuse, elle a initié, justement, des études, notamment auprès de l'équipe, donc de foot et puis, un entraînement spécifique, en fonction des phases, du cycle de chacune des joueuses avec du coup, on voit une véritable incidence, puisque en fonction de, la phase où tu es, la première phase, ou la seconde phase, donc la phase folliculaire, qui est, avant enfin pendant tes règles et jusqu'à ton ovulation, en fait, là, tu as un pic d'énergie parce que tu as un pic d'hormones et puis après ça commence à chuter et là, bah, quand tu es une femme, que souvent tu connais ce qu'est, le syndrome prémenstruel où tu as des coups de blues, tu te sens, gonflé, enfin, tu as l'impression de peser 1000 tonnes, et en fait, c'est normal parce qu'en fait, tu as une chute d'hormones et donc ces jours-là, si tu es moins performante, bah, ça s'explique. C'est pas, ça peut s'expliquer donc en fait, tu peux te mettre moins de pression déjà, hein, la charge mentale donc te dis: «OK, ce jour-là, j'ai pas réussi à faire le temps que je voulais ou j'ai pas réussi à tenir, mon exercice, spécifique, mon fractionné et cetera. Ça peut s'expliquer, c'est normal, et puis, bah, prendre en compte aussi que sur ces phases, sur certaines périodes, bah, tu peux te blesser parce que justement tu te donnes à fond et en phase, par exemple, justement lutéale où, là tu as un pic d'énergie, bah, peut-être que tu vas, monter, ton rythme, d'intensité, tu vas faire enfin tu vas courir plus fréquemment, courir ou d'autres, sports et bah, faut faire attention parce qu'à ce moment-là, bah, tu peux te blesser peut-être un petit peu plus et puis quand tu es en phase, pardon, j'ai dit lutéale tout à l'heure, c'était folliculaire et quand tu es en phase après l'ovulation, Folliculaire. bah, en fait, lutéale et ben là, tu peux justement, faire attention à ton entraînement parce que déjà tu es en période où c'est peut-être un peu plus difficile donc faut faire attention à son entraînement, à sa récupération, à son sommeil et c'est intéressant de se connaître et de se dire: «OK, quand j'ai, des coups de mou, bah, c'est OK. C'est OK. Est-ce que ça s'explique parce que justement, bah, je suis dans certaines phases de mon cycle?» Donc je trouve ça hyper intéressant. Je suis pas spécialiste du sujet. J'ai lu, écouté beaucoup d'expertes là-dessus mais je trouve que ça mérite d'être encore plus, comment dire? Encore plus, une notion dont on parle plus, tu vois? Encore une fois, on lève ce tabou-là et j'ai eu la chance, en début de semaine, de participer à un échange avec, Gabrielle Vernier qui est la meilleure joueuse française de rugby, et c'était extrêmement intéressant et elle disait que, bah, petit à petit aussi, dans son sport, on commence à, doucement à aller,
en tout cas, être attentif au cycle menstruel et de se dire: «OK, bon, voilà, on peut-être pas encore jusqu'à, adapter l'entraînement, mais en tout cas, on est attentif à ça et on est OK s'il y a des jours où on n'est pas performant» et ça, je trouve que déjà, c'est un super avancement. Ouais, OK, ouais, c'est super intéressant. Pour revenir un petit peu à 261, Mmh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la logistique? Donc tu nous as expliqué un petit peu tout le process derrière la fabrication du produit. Et ouais. ensuite, comment ça se passe pour que le produit soit distribué? Comment est-ce qu'on commande? Et comment est-ce qu'il est distribué? Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a un site internet sur lequel, tout le monde peut commander le sac. On fonctionne en précommande. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, 2024, on ne soit plus en fonctionnement de précommande. Là, c'est vraiment la phase, start-up, heu, qui nous, qui qui nous «bloque» entre guillemets. Pour pouvoir produire plus, il va on va aller, différemment, chercher des partenaires. Donc là, aujourd'hui, tu commandes ton sac sur le site, tu l'as, en quelques semaines. Hem, on commence doucement à aller travailler, le référencement en boutique parce que, quand on est une femme, on a souvent aussi envie d'essayer, de se dire: «OK, je me trompe pas au niveau de la taille, je teste, est-ce que c'est confortable?» Donc voilà, donc là, je peux pas te dire dans quelle boutique encore on va le trouver parce que c'est un travail de longue haleine et qu'on est en plein dedans, mais bientôt, je le promets. En tout cas, c'est mon objectif. OK. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le rôle, enfin, comment vous répartissez les rôles entre toi et ton associé? Et concrètement, toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? À quoi ressemble une journée type? Alors la répartition des rôles, donc mon associé va gérer, tout ce qui est design, conception du produit. Évidemment, c'est un travail, sur lequel je vais, pouvoir intervenir, mais elle a toute cette expertise, le choix des matières qui sont des matières extrêmement importantes, notamment, tu vois, on est en train de travailler un leggings. Sur le leggings, on ne peut pas, se permettre d'avoir un tissu, qui soit pas assez, qui soit trop souple, par exemple. Donc, elle a toute cette expertise-là, la relation avec les ateliers aussi, et cette, notion de logistique pure, de bah, livraison, et cetera. Quant à moi, je m'occupe de la communication, et donc d'aller travailler, aujourd'hui, des revendeurs, des boutiques partenaires et ainsi que la gestion des futures ambassadrices, puisqu'on est en train de recruter nos ambassadrices. Voilà un peu à quoi, comment on se répartit la tâche. Et une journée type aujourd'hui, ça existe pas. Ça existe pas parce que quand on est en phase, d'amorce comme nous on est en start-up là, il y a toujours, 1000 choses à faire, 1000 choses à faire. Alors j'essaye quand même d'avoir, ce qu'on appelle du time blocking, c'est-à-dire, OK, jeudi après-midi, c'est la production du contenu pour les réseaux. Ça, c'est pareil aussi, le lundi après-midi. Mais tous les jours, en tout cas tous les jours, la première chose que je vérifie, c'est les commandes sur le site internet et j'expédie celles que je peux expédier, immédiatement parce on a aussi des accessoires donc qui permettent, enfin des chaussettes, donc qui permettent d'être, elles qu'on a en stock, donc on peut envoyer immédiatement. De faire un petit message, aux clientes pour savoir, si, le produit leur convient, s'il y a pas de souci et cetera. Donc c'est déjà, cette première phase-là et puis après, voilà, c'est du time blocking pour, aller, sur, chaque tâche, en termes de com. Beaucoup les réseaux sociaux, le site internet et on a aussi la chance d'être, intégrés, à l'incubateur Willa. C'est un incubateur, parisien, pour, les entrepreneuses, donc sur les projets portés par des femmes. Et ça, ce sont des accompagnements aussi qu'on a, tout au long de la enfin, tout au long de la semaine avec des ateliers qui nous amènent à lever certains blocages qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que personne des fois, tout simplement, hein. De se dire: «OK, oui, mais je sais pas comment aller voir un revendeur», par exemple. Donc tu vois? OK, ça, ce sont des blocages que tu peux avoir et qui ils sont là pour nous aider. Donc nos semaines sont intenses d'apprentissage, d'opérationnel
Et puis aussi de stratégie et de se dire: «OK, on va où? Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce qu'il faut, réduire la voilure?» Enfin voilà. Ça, c'est un peu le OK. quotidien. Une journée type, non, ça existe pas. D'ailleurs, moi, j'aime pas les journées types. J'aime pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer et faire toujours la même chose. Ouais, c'est vrai, je te rejoins. Justement, du coup, c'est quoi un petit peu le principal challenge pour vous en ce moment, pour continuer à vous développer? Alors là, aujourd'hui, notre challenge, c'est de pouvoir lancer une production beaucoup plus importante et donc d'aller chercher, un financement sous forme de subvention ou de prêt. Donc là, on est, typiquement sur ça c'est vraiment c'est pas une problématique, c'est cette étape-là, en ce moment, heu, produire plus, pour pouvoir, ne plus être en période de précommande et pouvoir fournir un service directement à toutes les femmes qu'on veut toucher. Heu, donc ça, c'est notre gros challenge. Gros challenge, OK, du moment et même du mois. OK. Parce que jusqu'ici, vous étiez 100% autofinancé, du coup? Exactement, 100 autofinancé. Après, comme on a laissé des précommandes, ce qui est un avantage, c'est qu'on part pas dans l'inconnu. On a lancé déjà une certaine quantité d'équipements et on l'a lancé, on va dire, c'est des précommandes qui nous permettent d'estimer, heu, notre capacité à produire, donc on les lance pas, à la suite. En général, c'est en parallèle, on a une bonne vision. Ça nous a aussi beaucoup aidés, sur cette première phase de la start-up, ouais. OK. Du coup, si on regarde un petit peu vers l'avenir, comment est-ce que tu aimerais voir évoluer ce projet-là? Comment? Là, ça veut dire que moi, j'ai des milliards d'idées. J'aimerais que, tu vois, en septembre, par exemple, si on parle de quelque chose hyper proche, en septembre, il y ait, des ambassadrices qui soient, avec moi sur, des courses, 100 femmes, parce qu'elles sont souvent en septembre-octobre, là. J'aimerais pouvoir faire un tour de France, et aller, à la rencontre des des coureuses, tout simplement, pour aller recueillir leurs avis, pour aller recueillir encore leurs besoins. Heu, on devrait, notamment en octobre, enfin septembre-octobre, encore une fois, en période de rentrée, lancer, un produit, enfin un short, un leggings, un t-shirt avec quelques accessoires. Donc là, il y a encore beaucoup d'enjeux pour cette année et puis après commencer à avoir, davantage de motifs différents sur notre sac parce que le style, pour nous, c'est aussi tout à c'est il y a le confort, OK, il y a le confort, il y a la fonctionnalité un peu innovante et cetera, mais surtout, il y a le style, hein, on veut plus du rose, on veut plus du noir, du bleu, du rouge. On voudrait des couleurs, des motifs un peu sympas. Donc là, une fois qu'on a lancé nos nouveaux produits, ça sera, des déclinaisons de style et puis, contacter les courses aussi pour pouvoir aller leur fournir, essayer de leur fournir des conseils, des recommandations, et ça, travailler avec des partenaires notamment. OK. Je sais pas si tu peux en parler, mais sur les produits qui vont sortir, les nouveaux produits, est-ce que tu peux parler un petit peu des innovations qu'il y a dessus? Ou peut-être pas encore? Je peux dire en tout cas les fonctionnalités sur lesquelles on travaille, OK. qui seront, notamment sur le short et sur le leggings, on va essayer déjà de développer une technologie qui permet d'avoir la longueur que tu veux. Parce que, par exemple, un leggings, il y a des gens qui aiment à la cheville, c'est un petit peu au-dessus, des gens qui aiment sous le genou, et cetera. On n'aime pas toutes pareil et donc notre objectif, c'est de pouvoir, se dire: «OK, moi j'aime quand c'est au-dessus de la cheville, je prends cette longueur au-dessus de la cheville». Donc ça, c'est une première gestion. Évidemment, sujet, cuisses qui frottent, donc en fait, là, on travaille sur, une pas une technologie, mais une façon de concevoir le produit qui permette un bon maintien et donc du coup, pour éviter les frottements. Hem, Moi, j'aime pas non plus avoir, un leggings qui tient pas et on a souvent eu aussi ce retour, c'est-à-dire que, bah, si tu prends ta taille, des fois, tu peux être un petit peu entre 2 tailles et donc du coup, ton leggings, soit il descend ou ton leggings ou ton short, soit il descend parce qu'il est pas bien maintenu au niveau de la taille, au niveau du ventre ou au niveau du bas du dos
et en fait, ça, on veut résoudre ce problème-là, donc on est en train de le résoudre avec un système pour que ça tienne bien, mais que ça soit pas, compressif, qu'il y ait pas une ceinture avec un élastique tout pourri. Donc ça, c'est vraiment, l'idée, c'est que ça soit, idéal et bien maintenu. Hem, voilà globalement un peu ça, c'est vraiment les points, d'attention sur lesquels on est. Et tout à l'heure, je te parlais de fuite urinaire et vraiment moi je veux aller là-dessus et on va y aller. Voilà. OK, c'est intéressant. Mmh. Pour conclure cette interview, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. D'accord. Donc la première, c'est, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Ah, c'est difficile. Écoute, Tu quand, peux en je citer me plusieurs. suis ouais, c'est très dur. Un seul? Non, tu peux en citer plusieurs, je dis justement, si Ouais, tu veux. il y a un livre là que j'ai lu, non, c'est mon associé qui me l'a conseillé, qui s'appelle «Femme invisible». Ce livre-là, je l'ai trouvé dingue. Je l'ai lu très récemment. Je peux pas dire qu'il a influencé, ma vie, mais en tout cas, il a été, très important, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a tellement, tellement de choses dans la vie qui sont faits, sans penser à la différence de sexe, et ça relate plein d'exemples, de comment il y a eu moins d'accidents, en dans un pays nordique, je crois que c'était la Norvège. Il y a eu moins d'accidents en plein hiver quand, ils se sont, posé la question, de la différence des transports, par exemple. Enfin, comment tu te rends au travail? Les femmes se rendent au travail en marchant, les hommes en voiture, et donc en fait, on les 1 éléments qui sont déneigés, c'est par exemple, les routes, et pas du tout pensé pour les piétons, donc souvent les femmes avec leurs enfants en plus, et en fait, le fait de penser, de faire penser, se dire: «OK, les femmes, comment elles se rendent à leur travail?» Et donc avec un colloque, hein, justement de plusieurs femmes, et de se dire: «OK, on va commencer par déneiger d'abord, les trottoirs», et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'accidents. On va pas parler des toilettes, hein, sujet, de toutes les femmes, quand n'importe où, il y a jamais assez de toilettes. Ce sujet-là, ce livre-là, il est, incroyable parce que tu te dis, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais après, c'est même dans notre inconscient, c'est pas fait pour, contre, c'est juste fait parce qu'on n'y pense pas, comme c'est une tasse est faite pour un droitier et pas pour un gaucher. Voilà, ça, c'est un livre qui m'a vraiment marquée. Hem, après quand j'étais jeune, mon papa m'a fait lire un livre de philosophie qui s'appelle «Le monde de Sophie». Et ce livre, il m'a en fait, c'est un livre que tu peux lire quand tu es en terminale, quand tu fais de la philo, et en fait, c'est juste une approche différente de la philosophie qui est pas du tout, c'est pas du tout rébarbatif, c'est des histoires, c'est une histoire de vie. Un peu comme quand tu lis aussi, j'en parlais il y a peu, Candide. Candide de Voltaire, tu te Mmh. dis: «OK, c'est un truc, c'est chiant, tu apprends ça au lycée, c'est pour passer ton bac français». Et non, moi, en fait, j'ai ce livre, je l'ai adoré parce que j'ai vu une aventure, j'ai vu une histoire, et j'ai pas lu la co le je l'ai pas lu comme un récit philosophique. Oui, hem, plus tard, plus âgée, avec plus d'avancées dans la vie, tu te rends compte de certaines choses, mais moi, j'ai vécu ça comme une aventure. Voilà, je pense à ces 2 livres-là en OK. particulier. Il y en a évidemment, des milliards parce que j'aime beaucoup lire, mais voilà. C'est marrant, je crois que Candide, c'est l'un des rares, bouquins justement qu'on a eu à lire au lycée qui m'a vraiment marqué, Ouais, déjà à l'époque, ouais. ouais, Donc il est ouais, chouette. Mmh mh. c'est un bon exemple. Mmh. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ta personne? Hem, j'aimerais qu'on dise que j'ai aidé, à ce que des femmes soient heureuses, soit se sentent mieux, en fait. J'ai un côté un peu bienveillant, un peu maman, et j'aimerais qu'on dise ça, notamment dans le sport. Ça serait chouette. Ça serait OK, cool. une belle mission. Mmh. Et pour finir, est-ce qu'il y a une petite anecdote de sport que tu pourrais nous raconter?
Oui, je pourrais te parler des nombreuses fois où j'ai perdu la trace, sur un trail évidemment et j'ai dû faire demi-tour. Mais non, en fait, là, j'ai en tête une petite histoire. Sur le coup, j'ai pas du tout rigolé. Mais en fait, après, quand j'y repense, je trouve ça très drôle. J'étais sur un trail en pleine nuit, mais il y avait une belle pleine lune et en fait, j'étais sur une plage et je devais me rendre au bout de la plage, évidemment. D'un côté, j'avais la mer, enfin l'océan particulièrement, et sur la droite, j'avais une falaise. Et puis, donc en pleine nuit, j'avais plus la frontale tellement la pleine lune était incroyable. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que la marée montait. Et donc je marche, je me rappelle plus très bien. Je suis pas toute seule. Je suis avec, une copine et en fait, à un moment donné, je vois une petite vague, mais petite, petite, qui arrive et en fait, je m'aperçois qu'à cet endroit-là, la plage, elle est en pente inversée et je regarde à droite, donc j'ai la mer à gauche, à droite et je vois là une énorme baïne. Là, je me fais: «Mince, bon j'ai pas le choix, il faut que j'y aille vite» et en fait, pour essayer de pas me faire mouiller quoi. Je voulais pas me faire mouiller et donc en fait, je cours, je traverse la baïne, je laisse une chaussure dans la baïne et là, voilà, j'ai perdu une chaussure et donc en fait, je suis très, très en colère, mais comme on est dans un endroit où en fait le sable est encore très, très mou, levé par l'eau et cetera, j'ai réussi à récupérer, mais j'ai quand même mis le bras dans l'eau. J'ai récupéré ma chaussure et aujourd'hui j'en parle et je me refais l'image et je trouve ça drôle, tu sais? C'est comme un dessin animé, mais sur le coup, j'étais pas du tout pas du tout trouvé ça drôle. J'étais très en colère, très fatiguée. J'en ai voulu à la terre entière, mais bon voilà. Bon, c'était une petite anecdote. Du coup, maintenant, je fais très, très attention quand je cours sur la plage. Ouais, je cours plus trop sur la plage, c'est un peu trop difficile, je préfère marcher. Mais c'est un petit truc que j'ai toujours en tête. Voilà ça et puis voilà, j'en ai plein d'autres. Le jour où j'ai perdu mes clés, j'en ai parlé récemment. Le jour où j'ai vraiment, vraiment, vraiment perdu mes clés, en pleine forêt de Lacanau, j'étais en vacances, j'avais plus de clés, quoi. Donc clés de ma voiture, l'enfer. 5 de batterie pour rappeler l'assurance. Ah voilà, bon, mais il m'arrive toujours des petits trucs un peu marrants quand même. Bon, on va terminer là-dessus. Mais écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Merci à toi, c'était cool. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi et sur 261, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, sur le site 261, 261.fr, TWSIXONE.fr et puis, LinkedIn, Anne-Emmanuelle Netterchen. OK, je mettrai tous les liens en description. Super. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup Élodie et pareil pour ton podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.